Nous recevons maintenant, toujours en direct sur notre site de l'Assemblée nationale, les représentants de l'association ATTAC. Madame et monsieur, je vous remercie de votre présence devant la commission d'enquête aujourd'hui. Un questionnaire vous a été préalablement transmis par notre rapporteur, monsieur Florent Boudié. Les questions qu'il contient ne seront pas forcément toutes évoquées cet après-midi. Nous vous serions reconnaissants dans un second temps de nous transmettre les réponses écrites à celui-ci. Alors, le point de vue de votre association intéresse la commission d'enquête car vous avez été impliqué dans les manifestations du printemps contre la réforme des retraites, mais aussi contre les grands projets agricoles, comme par exemple le projet de Sainte-Soline. Vous n'avez jamais appelé à la violence, mais vous avez eu dans les cortèges pour voisins des individus qui ne s'embarrassaient pas, il faut bien le dire, de ces pudeurs. D'après les propos que vous a prêtés la presse, Madame Yamamoto, vous avez considéré, et je me permets de vous citer, les formes d'action sont complémentaires. Donc, il vous appartiendra dans un instant d'expliquer, de préciser ce que vous entendez par là. Avant de vous faire prêter serment, il me revient donc en quelque sorte d'ouvrir les débats. Je le ferai comme d'habitude en posant deux questions à caractère plus général. Première question, quelle est la ligne rouge que vous tracez dans vos actions en tant qu'ATTAC? Est-ce le strict respect de la loi, ce qui inclut la préservation absolue, évidemment, des personnes et des biens, ou comprenez-vous que certains sortent du cadre légal pour poursuivre leur objectif? Donc ça, c'est le premier aspect de la question. Et le second aspect concerne donc la suite des manifestations auxquelles vous avez pris part. Certains de vos militants sont-ils entrés dans un parcours judiciaire? Donc la situation elle-même agit-elle en justice, donc soit en demande ou en défense à l'issue des manifestations du printemps dernier? Et quelle expérience en retirez-vous? Alors je vais d'ores et déjà vous demander de prêter serment, donc en application de l'article 6 de l'ordonnance numéro 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Commencez par Madame Yamamoto. Donc si vous pouvez simplement lever votre main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Je vous en remercie. Si vous pouvez éteindre le micro pour que Monsieur Gay puisse faire de même. Je le jure. Je vous en remercie. Alors, juste avant de vous passer la parole pour que vous puissiez répondre à ces premières interrogations, je vais aussi passer la parole déjà à Monsieur le rapporteur qui souhaitait faire un propos liminaire, et puis ensuite je lui repasserai aussi la parole pour qu'il puisse vous poser à son tour des questions, et puis ensuite je m'adresserai aussi aux membres de la commission d'enquête. Donc s'ils souhaitent poser des questions, n'hésitez pas, chers collègues, à vous manifester. Donc je vous remercie et je passe tout de suite la parole à Monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président. Il n'est pas d'usage que le rapporteur intervienne juste après vous, mais plutôt après les intervenants, et je vous remercie de vous être présenté devant la commission d'enquête. Je voulais, pour la clarté de nos échanges, évoquer en particulier la communication que vous avez établie à la date du 23 juin 2023 et qui est disponible au public pour chacun de nos concitoyens qui seraient intéressés. Vous assimilez la convocation devant la commission d'enquête parlementaire à une attaque sans précédent contre la liberté associative. Dans cette même communication, vous assimilez cette convocation, je vous cite, à une tentative d'intimidation et de criminalisation des mouvements sociaux et écologistes. Vous indiquez par ailleurs un parallélisme avec le retrait de l'agrément à l'association Anticorps, sans citer d'ailleurs qu'elle est le fruit d'une décision de justice du tribunal administratif de Paris du 23 juin 2023 et qu'elle n'a évidemment aucun lien avec cette commission d'enquête de l'Assemblée nationale composée de députés. Vous indiquez par ailleurs que désormais, je vous cite, 3 autres associations,
Attaque, par conséquent, Extinction Rebellion et Dernière Rénovation, que nous avons auditionné il y a maintenant 2 semaines, sont désormais également, donc à l'identique d'Anticor, dans le viseur étant associés de manière à peine voilée, dites-vous, à l'organisation de violences lors des manifestations et rassemblements. Et vous terminez en disant le gouvernement semble donc déterminé à réprimer les mobilisations écologistes. Je vous rappelle que vous êtes ici devant des députés à l'Assemblée nationale, nous ne sommes pas l'exécutif. Et ensuite, votre question, en tout cas votre communiqué s'achève par une question, peut-on encore désobéir? Je voudrais simplement vous signaler que votre convocation devant la commission d'enquête, à l'identique d'un très grand nombre d'acteurs, à la fois des universitaires, des journalistes, tous n'étant pas d'accord entre eux, des structures associatives, peut-être même des membres du système politique, nous verrons. Nous aurons à nous déplacer, Monsieur le Président, avec l'ensemble des collègues qui le souhaitent, à Sainte-Soline. Nous irons également la semaine prochaine à Bordeaux, nous rencontrerons le maire de Bordeaux. Quand nous rencontrerons la semaine prochaine le maire de Bordeaux, nous ne considérons pas que le maire de Bordeaux est assimilé à un groupuscule violent. De la même façon que nous n'assimilons pas Attaque à un groupuscule violent, contrairement à ce que vous écrivez dans cette communication. Je croyais qu'il était utile, en préambule de nos travaux, de pouvoir le signaler, parce que j'imagine que cette communication a été lue, j'imagine qu'elle a été commentée, j'imagine qu'elle a été appréciée, interprétée, que les choses soient claires. Vous êtes ici parce que vous avez un éclairage à donner à nos travaux, vous avez une expérience, vous avez aussi une tonalité d'engagement qui est la vôtre. Monsieur le Président, par ailleurs, a souligné à quel point vous n'appeliez pas à la violence, et les choses sont tout à fait claires de ce point de vue. Nous sommes par contre intéressés de voir comment vous appréhendez ces violences, comment vous considérez aussi le climat politique autour des rassemblements et des manifestations, comment vous jugez l'action du gouvernement, celle même de la majorité à laquelle j'appartiens, mais ici, je suis en tant que rapporteur, donc rapporteur de la commission d'enquête dans sa pluralité. Et j'avais envie de vous poser cette question. Vous disiez, peut-on encore désobéir? Mais à la lecture de votre communication, et je ne serai pas plus long, Monsieur le Président, je me demandais si l'on pouvait encore débattre sans travestir la réalité, car vous travestissez la réalité dans cette communication. Et je me demandais si nous pouvions faire notre travail de parlementaire aussi simplement que nous pouvons le faire, c'est-à-dire en essayant de nous nourrir des expériences des uns et des autres, des commentaires, des appréciations, des contradictions, parfois même des conflits qui opposent un certain nombre de points de vue dans la société, dans l'hémicycle, dans cette commission et de façon générale dans notre pays. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur. Donc, je vais évidemment vous passer la parole. Je ne sais pas quel d'entre vous souhaite démarrer, mais enfin, je vous laisse le soin d'en décider. Je vous remercie. Je vais donc introduire par un propos liminaire et ensuite ce sera Vincent Gay. Donc je rappelle ce qu'est Attaque. Attaque est une association née il y a 25 ans qui lutte pour la justice fiscale, écologique et sociale. Créée à la suite d'un édito d'Ignacio Ramonet dans le monde diplomatique qui s'appelle « Désarmons les marchés financiers » en 1998, Attaque a dès ses origines rassemblé syndicats, associations, titres de presse et personnalités. Par le biais de nos comités locaux, nous sommes présents et présentes sur l'ensemble du territoire français. Nous tirons nos ressources des cotisations de nos adhérentes et adhérents et des dons de particuliers. Nous nous pensons comme un outil au service des mouvements sociaux, en articulant action, réflexion et analyse, par le biais d'ouvrages, de rapports ou encore de notes consacrées au système économique, social et politique auquel nous nous opposons et aux alternatives que nous pouvons lui opposer. Notre expertise est d'ailleurs reconnue. Ce système, capitaliste et néolibéral, est producteur d'injustice, d'inégalité et destructeur du vivant, et il nous semble urgent d'en changer. Par nos actions, nous cherchons donc à transformer ce système en résistant aux politiques en place et en promouvant des alternatives. Notre slogan depuis nos débuts reste le même, « Un autre monde est possible ». Nous nous revendiquons de la désobéissance civile, car nous sommes convaincus qu'il existe des urgences et un état de nécessité qui légitime d'agir en dehors du cadre légal pour transformer ce dernier et le mettre au service d'impératifs sociaux et écologiques, en somme, au service du bien commun. En l'état, l'ordre public qu'il faut protéger devrait d'abord concerner le vivant, les écosystèmes, les droits sociaux, la démocratie. En réponse aux défaillances de l'État et à l'inaction gouvernementale, l'action citoyenne, élément central qui garantit le bon fonctionnement d'un régime démocratique, est plus que nécessaire. Notre consensus d'action est clair. Nous excluons toute violence qui s'exercerait à l'encontre de personnes.
En revanche, nos actions peuvent entraîner des dégradations légères de biens publics ou privés. Notre association a été reconnue comme menant des campagnes d'intérêt général par la justice en 2018 sur le paiement de l'impôt et l'évasion fiscale. Et cette décision a légitimé notre usage de la désobéissance civile en indiquant que notre action s'inscrivait dans le cadre de la liberté d'expression et de manifestation. Nous nous revendiquons également de l'éducation populaire et cherchons à faire vivre des horizons émancipateurs. Nous faisons notre possible pour mettre en cohérence nos principes tels qu'ils apparaissent dans nos statuts, nos orientations validées en Assemblée générale et notre fonctionnement que nous voulons aussi horizontal et inclusif que possible. Et donc, pour prendre la suite, effectivement, et ça répondra en partie, je pense, mais en partie seulement aux questions de monsieur le rapporteur, on a effectivement été un peu étonné d'être convoqué devant cette commission d'enquête parlementaire, et on s'est demandé en quelle qualité nous sommes entendus. Alors, vous avez un peu précisé les choses, mais à la lecture du questionnaire préalable à cette réunion, le doute subsiste. Est-ce que c'est en notre qualité d'expert, mais notre association ne travaille pas particulièrement sur la doctrine du maintien de l'ordre, et donc il y a des spécialistes bien plus affûtés pour discuter de ça. Est-ce que c'est qu'en tant que partie prenante du mouvement social qui couvre notamment les contestations de la période du 16 mars au 3 mai 2023, à savoir la période qui intéresse cette commission, est-ce que c'est parce que nous incarnons avec d'autres une forme d'opposition politique? Alors peut-être qu'effectivement c'est là que la question se pose. Alors bien sûr nous assumons ce statut, hein, nous nous opposons au pouvoir actuellement en place, et ce depuis 2017, et d'ailleurs nous avons publié un livre sur le bilan du macronisme en 2022. Mais au-delà de notre présence ici, c'est surtout les questions en fait qui nous interrogent. Les questions qui nous ont été posées, parce qu'elles semblent relever quand même d'une suspicion a priori qui s'ajoute à la longue liste de déclarations de membres du gouvernement ou d'élus, hein, qui traitent souvent les manifestations d'opposition divergente comme étant violentes, radicales, extrémistes, anti-républicaines, voire terroristes. L'ensemble de ce vocabulaire ne nous semble pas correspondre bien entendu à la réalité et marque, au moins dans le discours, mais on pourra revenir également dans les faits, une grave dérive autoritaire. Combattre les idées de son opposition par la répression n'est pas digne d'un gouvernement qui se revendique de la démocratie. Or, on constate quand même depuis un certain nombre d'années, et on aura sans doute l'occasion d'en parler, c'est attesté par de nombreux rapports, que ce soit en France ou au niveau international, on constate donc une dégradation des libertés publiques. Vous avez fait référence à certaines décisions qu'on a mentionnées dans notre communication récente. Il aurait pu y en avoir beaucoup d'autres, à tel point que des personnes aussi respectables que François Molins, c'est-à-dire l'ex-procureur général près de la Cour de cassation, parle, alors il utilise un terme savant, hein, il parle de risque de mitridatisation face aux restrictions des libertés publiques. Qu'est-ce que c'est que la mitridatisation? C'est le fait d'ingérer des doses croissantes d'un produit toxique afin d'acquérir supposément une insensibilité ou une résistance vis-à-vis de celui-ci. Autrement dit, ce qu'il veut dire, c'est qu'à force d'accumuler les mesures liberticides, on risque de s'habituer à cette restriction des libertés. Et nous, bien sûr, effectivement, on estime qu'à force de réduire le périmètre de la démocratie, on tend la main à des tentations autoritaires. François Molins rappelle également que l'état de droit se définit par la garantie des libertés fondamentales, d'expression, de manifestation, de réunion et d'association, et met en garde contre ce qu'il appelle les procès en terrorisation de l'action politique et syndicale. L'usage de l'expression écoterrorisme par un ministre du gouvernement est à cet égard pour le moins inquiétant. Donc cette commission d'enquête nous a effectivement inquiétés d'un certain point de vue, non pas tant pour ce qui concerne l'attaque, ni même finalement les risques qu'on pourrait courir, mais plutôt effectivement par les préoccupations des parlementaires qui émanent du questionnaire que nous avons reçu. Il y aurait pourtant effectivement beaucoup à dire sur les violences qu'on retrouve quotidiennement dans la société. Par exemple, les violences commises contre les migrants qui fuient leur pays, quand ils arrivent en France ou quand ils meurent en Méditerranée ou dans la Manche. Les violences sexuelles et sexistes qui touchent les femmes
au travail ou dans leur domicile, ou qui touchent également les minorités sexuelles, les violences qui touchent les populations les plus pauvres, à qui on réduit les allocations chômage et qui ne retrouvent plus dans l'état social les moyens d'être protégés, les violences qui touchent les jeunes des quartiers populaires, ou encore les violences qui touchent le vivant à cause du productivisme et de l'agro-industrie. Donc nous, on aurait été tout à fait favorable à parler des violences, mais la liste de ces violences est sans doute bien trop longue et une commission parlementaire n'y suffirait pas. Mais puisqu'aujourd'hui nous avons été convoqués, bien sûr, nous sommes prêts à répondre à vos questions. Très bien. Je vous remercie. Est-ce que Madame Yamamoto, vous vouliez encore intervenir ou... Non, ça va, je vous remercie. Très bien. Alors, simplement, avant de passer la parole à Monsieur le rapporteur, je voudrais insister sur plusieurs points pour qu'il n'y ait pas la moindre ambiguïté. Une commission d'enquête parlementaire a pour objectif d'avoir des échanges avec un grand nombre à la fois d'organisations et de représentants à la fois d'organisations et d'institutions, d'ailleurs aussi bien publiques que privées. Et en réalité, pour nous, il y a une claire séparation des pouvoirs. Hein. Vous êtes ici dans l'enceinte du pouvoir législatif et justement, notre rôle est aussi d'assurer un contrôle du pouvoir exécutif. Donc à cet égard, nous ne sommes nullement, je dirais, à superposer avec le pouvoir exécutif. Hein. Ce sont deux choses de nature tout à fait différente. Concernant le point que vous évoquez, c'est-à-dire celui de l'usage de la désobéissance civique, est-ce que vous pourriez revenir sur ce point dans la mesure où c'est évidemment un point qui aujourd'hui est aussi utilisé et comment dire, on voit un certain nombre de protagonistes utiliser le terme de désobéissance civique tout en le faisant coexister avec des actions susceptibles d'être violentes. Donc, quelle est votre position en tant qu'attaque à cet égard, dans la mesure où, justement, quand on regarde historiquement ce mouvement de la désobéissance civique, et plus précisément, enfin, si on prend l'une, je dirais, des figures emblématiques de ce mouvement, hein, comme Rosa Parks, elle insistait sur le fait que, par nature, l'action avait vocation à être non violente, c'est-à-dire qu'il y avait bien entendu une volonté d'une affirmation politique, mais que cette affirmation politique et la légitimité je dirais, du principe même de désobéissance civique est associée à la non-violence. Nous semblons voir de plus en plus un glissement vers une coexistence entre le concept de désobéissance civique d'une part et celui du recours à la violence. Est-ce qu'il y a une position d'attaque ou pas à cet égard ? Là, effectivement, dans l'objet social de l'association, l'action fait partie des missions de notre association et notamment nous assumons l'usage de la désobéissance civile. Vous avez cité Rosa Parks, effectivement, mais quand on s'appuie sur l'histoire des luttes, des mouvements sociaux et des conquis sociaux, la désobéissance civile est un outil de l'opposition politique pour porter la transformation sociale. Nous revendiquons en fait de la désobéissance civile. On s'appuie sur la légitimité internationale de ce mode d'action. Dans les actions que nous portons, le consensus de non-violence est la base, et le cœur et le moteur, notamment pour donner une grande visibilité à nos revendications. Voilà, on souhaite avoir un impact particulier et on est sur une ligne de crête entre la légitimité, la légalité. Nous transgressons volontairement la légalité, mais avec une cible précise, avec des méthodes précises pour que cela ne dénature pas et ne décrédibilise pas le message politique que l'on porte. Je vous remercie pour cette précision. Monsieur Gay, vous Oui, souhaitez si je ajouter puis quelque chose ? rajouter quelque chose, je pense qu'effectivement, l'utilisation des débats historiques est importante, hein, et on voit que c'est des débats
encore très contemporain. On a vu récemment une présidente de région vouloir débaptiser le nom d'un collège, Angela Davis, en Seine-Saint-Denis. Donc c'est encore des questions qui ne sont pas du tout refroidies. Et je crois qu'effectivement, il y a une lecture un peu rapide de cette désobéissance civile qui a été relativement portée au nu parce qu'elle aurait été consensuelle aux États-Unis avec le mouvement des droits civiques. En réalité, les choses ont été beaucoup plus complexes que ça, puisque effectivement, dans le mouvement pour les droits civils, pour l'égalité entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis, l'articulation des différents mouvements, des différentes tactiques, des différentes pratiques a toujours été un débat permanent, conflictuel parfois, et ça l'est toujours, ça l'est également aujourd'hui dans les mouvements sociaux en France, mais aussi d'alliances ponctuelles ou plus durables. Donc on n'a pas d'un côté la bonne désobéissance civile qui serait strictement non violente, et par ailleurs nous on se réfère à celle-ci, et de l'autre côté, et très très loin, des actions qui seraient autres. Je crois que les choses sont beaucoup plus complexes que ça, et c'est dans cette situation dans laquelle on agit aujourd'hui, tout comme le mouvement des suffragettes en Angleterre au début du XXe siècle a démontré des pratiques qui aujourd'hui sont légitimées par la cause qu'elle défendait, mais qui à l'époque apparaissait comme étant le fait de harpies et de sauvageonnes. Donc je crois que voilà, si on veut vraiment discuter à partir d'exemples historiques, il faut essayer de prendre en considération l'ensemble des événements qui se sont arrivés. Pour nous, j'en arrêterai là, peut-être une des importances qu'on met à nos actions, c'est que on souhaite qu'elles soient massivement portées par des citoyens et des citoyennes, c'est-à-dire qu'on ne se renferme pas dans des actions minoritaires, isolées, qu'on ferait simplement pour défendre notre propre cause, mais on tente toujours à construire des mobilisations les plus massives possibles. Et ça, bien sûr, ça implique quand même aussi un certain rapport à la non-violence, puisque effectivement, toute une série de personnes, à juste titre dans la population, bien sûr, souhaitent agir, mais en toute sécurité. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, je vous passe la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Non, mais on est vraiment au cœur du sujet, parce que vous prenez mal la convocation, mais moi je trouve vos remarques très intéressantes, et peut-être que l'échange le sera aussi. Vous êtes dans une logique, en tout cas telle que vous la présentez, si je comprends bien, c'est violence contre violence. La violence civile de la société ou de citoyens mobilisés répond à une forme de violence d'État que vous avez caractérisée à la fois sociale, économique, voire privative de liberté. Donc on comprend bien dans quelle logique vous êtes. C'est dans une logique de violence contre violence. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est est-ce que vous considérez, parce que nous ne sommes pas un isolat, ni en Europe, ni dans le monde, est-ce que vous considérez qu'il y a un niveau de conflictualité particulier à la France? Et ce que nous étudions, nous, ce sont les violences commises à l'occasion de rassemblements, de manifestations. Ce ne sont pas les manifestants eux-mêmes, ni même les structures qui les soutiennent. Est-ce que vous considérez qu'il y a un niveau de conflictualité propre à la France? Est-ce que vous considérez donc qu'il y a un niveau de conflictualité propre à la France? Comment vous vous situez par rapport à cette montée? Je n'aime pas le terme de radicalité politique. Je n'aime pas le terme parce qu'il est mis à toutes les sauces. Mais je l'emploie parce c'est une facilité de langage. Première question. Et deuxième question, vous parlez de non-violence. Et en même temps, vous assumez des dégradations matérielles légères ou limitées. Je ne sais plus quel est précisément le terme que vous avez employé. Et dans un article du Point qui date du 5 avril 2023, vous répétiez en effet, Madame Yamamoto, votre opposition à toute forme de violence menaçant l'intégrité physique d'une personne. Et effectivement, vous ne rejetiez pas la possibilité d'un certain nombre de dégradations matérielles. Donc comment, vous vous situez, comment vous appréhendez, comment vous analysez le niveau de conflictualité qui semble plus important en France qu'autrefois, dans la façon dont le débat, y compris politique, se déroule. Et deuxièmement, quelle est la frontière de la non-violence? Parce que vous avez beaucoup parlé de non-violence tout en assumant une dégradation matérielle. Dégradation matérielle,
ça n'est pas une violence au sens pénal du terme, on est d'accord. Ça n'est pas non plus un acte pacifique. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Donc, je vous passe la parole. Alors, sur la comparaison par rapport à d'autres pays, ça dépend dans quel spectre géographique constitue. Je pense que toute une série d'éléments dans la dernière décennie montrent que les révoltes ont été extrêmement violentes. Alors, voilà, j'imagine que c'est peut-être pas à celle-ci que vous pensez, mais si on reprend les révolutions arabes, le début de la révolution en Syrie, le mouvement de Maïdan en Ukraine, etc., on voit que la France n'est pas du tout, comment dire, un cas isolé dans ce qui serait... Oui. Donc vous considérez que la France est à l'équivalent d'un certain nombre de pays arabes Donc je pense que la France n'est pas un cas isolé, ou en tout cas le pays où la radicalité ou la violence politique serait la plus forte. Bien au contraire, justement, je considère qu'on en est loin et bon, on peut l'expliquer par diverses façons, mais notamment par la vieille histoire démocratique de la République française, qui fait que bien sûr il y a un certain nombre de garde-fous, d'institutions qui préserve plus que dans certains pays, mais pas dans tous, les libertés publiques. Mais à ce compte-là, toute une série d'éléments tentent à penser que la situation se dégrade. C'est-à-dire que on a eu plusieurs affaires qui ont montré que les libertés publiques, et notamment associatives, étaient attaquées. Alors, on ne sera bien sûr pas d'accord sur le bilan qu'on fait de la loi dite séparatisme, ou préservant les principes républicains, mais qui nous semble être notamment marqué par un désir de contrôle et de suspicion a priori des associations, qui a quand même conduit par exemple des préfectures à vouloir enlever des subventions à certaines associations au prétexte qu'elles organisaient des ateliers, donc des débats sur la désobéissance civile. Et puis le phénomène quand même sur lequel tout le monde s'est alerté depuis quelques années, c'est bien sûr la question des violences policières. On constate, nous, mais avec plein d'autres personnes, que ce phénomène-là s'est radicalisé. Alors, à partir de quand souvent on date les choses de 2016. Ce qui est sûr, c'est que les procédures qui ont été utilisées dans le cadre de l'état d'urgence face au terrorisme de 2015 ont été réutilisées et réemployées pour traiter des cas militants dès 2015, avec effectivement le contrôle de militants et le fait de les obliger à rester chez eux et à être contrôlés. Mais bien sûr, alors on ne va pas revenir longuement sur les chiffres, je pense qu'on n'a pas forcément le temps, mais toutes les études sur ce qui s'est passé en 2016 au moment de la loi travail, au moment, bien sûr, du mouvement des Gilets jaunes, avec quand même 860 cas vérifiés et documentés de violences policières entre décembre 2018 et juin 2019, montrent que les pratiques policières ont sans doute aussi connu une certaine évolution. L'autre évolution qui a été aussi marquante, c'est l'utilisation de plus en plus rapide, évidente, d'un certain nombre d'armes de manière offensive de la part des forces de l'ordre, de contact avec les manifestants. Il y avait une question dans ce que vous nous avez envoyé sur est-ce qu'on pense que les pratiques actuelles du maintien de l'ordre vont dans le sens de limiter les contacts. On voit bien sûr que ce n'est pas le cas. Et plusieurs institutions avec lesquelles on n'a pas spécialement de lien, par exemple les Nations Unies ou le Conseil de l'Europe, se sont inquiétés de l'usage excessif du recours à la force et du fait que ce recours excessif faisait peser des risques sur les libertés publiques. Un dernier chiffre avant de passer la parole à Yuli. Sur le mouvement des Gilets jaunes, on a quand même comptabilisé 30 000 personnes blessées par le maintien de l'ordre, 30 personnes éborgnées, 5 personnes avec une main arrachée et une personne, Zinem Redouane, qui est décédée après avoir été heurtée par une grenade lacrymogène à Marseille alors qu'elle n'était même pas manifestante. Donc oui, bien sûr qu'il y a un problème de ce côté-là. Oui, en fait, pour situer le niveau de conflictualité, je pense qu'il faut quand même savoir entendre les alertes
au niveau national, donc que ce soit la défenseur des droits ou la contrôleuse générale de privation de liberté, comme les alertes à l'international, donc que ce soit par les experts et expertes de l'ONU. Donc il y a, voilà, globalement, il y a une remise en question de la politique du maintien de l'ordre en France. Il y a des alertes sur les violences policières et il y a un besoin de remettre en question profondément le schéma de maintien de l'ordre, parce que, comme Vincent l'a évoqué, donc a recensé les différents mouvements sociaux, etc., on est quand même dans une situation politique de crise qui crée avec une politique gouvernementale qui oblige les mouvements sociaux à se mobiliser. Donc, les mouvements sociaux continuent en fait de se mobiliser, ne vont pas se calmer vu le contexte de crise que traverse la France. Et pour répondre à cela, depuis 2017, on constate qu'il y a une augmentation des lois sécuritaires. Donc, bon, elles ont été évoquées, je ne vais peut-être pas toutes les... Mais depuis 2017, il y a une augmentation très importante des lois sécuritaires et un dispositif de maintien de l'ordre qui est très offensif, qui est reconnu comme étant source de tension, de violence et de brutalité. Et par exemple, ce qui est questionné ici, c'est un usage proportionné ou pas de la force. En fait, s'il y a une réponse comme ça, s'il y a autant de tensions et de conflictualité, c'est aussi parce que le schéma ne correspond pas et ne répond pas à la situation particulière de la contestation politique en France. Et globalement, il y a un problème de respect de l'opposition politique, donc que ce soit par les lois sécuritaires, par le schéma du maintien de l'ordre, mais il n'y a pas de possibilité pour l'opposition politique de s'exprimer de manière audible. Donc la réponse, elle est nécessairement en conflictualité. Et peut-être que la France déjà devrait entendre tous les différents rapports, que ce soit français ou internationaux, mais aussi s'inspirer d'autres schémas du maintien de l'ordre, que ce soit par exemple la politique du maintien de l'ordre en Allemagne a décidé à partir de 1985, il y a une décision constitutionnelle que la police aille au contact, au dialogue, pour entamer une politique donc, de désescalade. Et ça, c'est pratiqué donc, depuis 1985. Ça a largement inspiré d'autres pays européens. Et donc, dans les manifestations du 1er mai, par exemple, en Allemagne, il y a des tirs de mortier, il y a des conflictualités corps à corps et des violences très fortes. Et pourtant, ils pratiquent cette politique de désescalade qui fonctionne et qui arrive à faire baisser un niveau de tension de manière très importante. Or, la réponse actuelle en France, c'est d'augmenter les dispositifs de répression, que ce soit par les techniques qui sont pratiquées, que ce soit par les armes qui sont utilisées. Donc, il y a des grenades qui sont classifiées armes de guerre. Voilà. Il y a par exemple des grenades où il y a l'obligation de les tirer en cloche, c'est les GM2L, et elles ne sont... là, il y a une étude qui a démontré qu'elles étaient malheureusement insuffisamment tirées en cloche et provoquaient trop de blessures. Donc que ce soit dans les méthodes, dans les outils, dans la politique et la législation, il y a globalement une réponse répressive qui est indiscriminée et disproportionnée face à l'opposition politique. Et il faut savoir entendre les alertes internes comme internationales pour remettre en question profondément cette politique de répression. Oui, simplement. Alors, je précise quand même, pour celles et ceux qui nous regardent, les quelques-uns qui suivent en direct sur le site de l'Assemblée nationale nos travaux de la Commission. La loi séparatisme, j'en étais le rapporteur général, ce qui ne va pas améliorer nos relations, si j'ose dire, je plaisante bien sûr. La loi séparatisme, elle n'a pas instauré un contrôle a priori des structures associatives, pas du tout. Elle permet par contre, dans le cas du non-respect du contrat d'engagement républicain, que chaque association doit signer, si elle le souhaite, a posteriori de sa déclaration en préfecture, évidemment, la déclaration se fait tout à fait légitimement, elle peut aboutir à un certain nombre de privations de subventions publiques. Et je vous le dis là, par contre, c'est mon avis personnel, mais je maintiens en tout cas celui que j'ai pu avoir en tant que rapporteur à l'époque, considérer qu'une collectivité locale, que le financement public n'est pas forcément nécessaire pour
organiser la désobéissance civile. Je ne trouve pas ça choquant que l'argent public ne serve pas à financer et à structurer la désobéissance civile. L'association en tant que telle, elle existe. Elle n'est pas privée de son existence. Simplement, l'État a dit à un moment donné, écoutez, on ne va peut-être pas financer, y compris des ateliers de désobéissance civile. Peut-être pas, quand même. Peut-être pas pousser la liberté associative jusque-là. Vous ne m'avez pas répondu, par contre, sur la frontière, la ligne de crête, je reprends vos propos, entre violence et non-violence. Moi, je crois que c'est très important. Parce qu'il y a un certain nombre d'interprétations, je ne dis pas que c'est la mienne, mais il y a un certain nombre d'interprétations qui considèrent qu'au fond, on arrive dans une situation de continuum de violence. Violence, un mot très nuageux, à tiroir, on y met tout et rien à la fois. Qu'au fond, il y a une espèce de chaîne de raisonnement qui va de la tolérance à l'incitation jusqu'à la violence matérielle, puis éventuellement le passage à l'acte vers la violence à personne. Donc j'aurais bien voulu que vous répondiez à ma question précédente sur violence, non-violence, et notamment je notais ce que moi j'estime être une contradiction, mais c'est à vous de me répondre bien sûr, entre le fait que vous vous affichiez non-violent et qu'en même temps vous acceptez des dégradations matérielles, je reprends le terme que vous avez appris tout à l'heure, limitées ou légères, je ne sais plus précisément. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, monsieur Gay, je vous en prie. Oui, juste un tout petit détail. Alors effectivement, je reviens juste sur ce que vous venez de dire. La question n'est pas de mettre fin à des associations, mais faire peser quand même sur elles une forme de regard de l'État sur leur choix. Et je pense que ça, c'est effectivement une intrusion antidémocratique sur la vie des associations. C'est-à-dire qu'en fait, on conditionne quand même les subventions, qui font quand même vivre beaucoup les associations en France, à ce qu'elles font ou ne font pas. Par ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que des associations ont été dissoutes, qui n'étaient pas, dont la dissolution est quand même c'est un autre sujet, mais pas complètement, parce qu'en fait, on a mentionné un certain nombre d'attaques contre la vie associative. Je mentionnerai un cas, et je ne parlerai même pas des soulèvements de la terre ici, enfin pas tout de suite peut-être, mais le cas du collectif contre l'islamophobie en France, qui défendait juridiquement des musulmans qui se sentaient, à tort ou à raison, discriminés. Bon, cette association a été dissoute. Donc la suspicion contre l'action militante et contre l'action associative nous semble être une donnée de la situation présente. Ensuite, bon, sur la question du continuum des violences et où passent les frontières. Nous, ce qu'on peut vous dire en tant qu'association qui se dénomme ATTAC, c'est que nous ne procédons pas à des violences, bien sûr, contre les personnes comme nous l'avons dit. Et donc, de fait, nous nous réclamons de cette non-violence. Pour autant, effectivement, il nous semble assez peu, on va dire, dommageable, notamment pour des grandes entreprises, de voir quelques équipements, effectivement, légèrement abîmés, parce que c'est un des rares moyens de protestation qu'on a. C'est-à-dire que une affaire qui a fait beaucoup parler autour de l'entreprise Lafarge, bon, par ailleurs condamnée quand même pour ces malversations avec l'État islamique. Bon, bah, effectivement, nous, ça ne nous pose pas spécialement de problème que les lieux de travail, enfin, les entreprises Lafarge soient légèrement dégradées. Bon, en général, en fait, les dégradations sont très très symboliques. Hein. C'est souvent des tags, des peintures, des fois quelques petites destructions qui empêchent rarement l'entreprise de continuer à produire. Or, par contre, ce que ces actions permettent, c'est de mettre la lumière sur ce que fait une entreprise comme Lafarge. Est-ce qu'il y a quelques mois, on pouvait mesurer que la question du béton, la question de l'exploitation du sable, etc., était un grave problème écologique? Est-ce qu'on savait que la gestion de l'eau et l'accaparement par une minorité de l'agro-industrie était aussi problématique? Non, on ne le savait pas. Eh bien, ces actions, effectivement, de désobéissance civile, qui certes peuvent s'en prendre des fois à des biens matériels, mais je le redis, ça, c'est pas des dégradations qui vont amputer largement l'activité de ces entreprises. Eh bien, effectivement, ça nous semble un moyen parmi d'autres. Et puis après, il y a bien sûr des effets de contexte, c'est-à-dire que nous, on ne s'engage pas dans des choses dangereuses pour les personnes, pour les individus, et on en reste bien sûr dans certaines limites. Donc c'est pour ça que moi, cette idée de continuum, je n'ai pas
d'avis sur la question, mais par contre, je suis persuadé que ces formes de désobéissance civile ont une fonction aujourd'hui dans la mesure où elles font ce que ne font pas les autorités, à savoir effectivement désigner la source d'un certain nombre de problèmes aujourd'hui. Je vous remercie. Juste un élément là aussi de précision, ce que vous évoquiez, le cas des dissolutions d'associations, pour qu'on ait bien un repère. On estime aujourd'hui en France le nombre d'associations est de l'ordre d'1,5 million associations. Si vous prenez les dissolutions, on a là aussi un certain nombre de chiffres, puisqu'en fait, ces dissolutions passent par des décrets. En fait, entre 1936 et 2023, on est à une centaine de décrets de dissolution. Donc, vous voyez, centaines d'un côté, 1,5 million de l'autre. Donc, et puis ensuite, très précisément, lorsque l'on étudie les modalités, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement encadré justement par la loi, pour permettre la liberté d'association, il doit y avoir une motivation très précise dans le décret. Et d'ailleurs, certaines associations engagent d'ailleurs parfois des recours. Et donc, en fait, la motivation, c'est soit l'objet de l'association elle-même est considéré comme illégal, ou alors les associations ont des activités qui elles-mêmes sont contraires aux lois de la République. Donc voilà, ça me semble quand même important de préciser cela, parce que parfois effectivement, on entend ces questions de dissolution, mais elles sont, il faut bien le rappeler, en plusieurs décennies, relativement peu nombreuses, eu égard, je dirais, au nombre très, très conséquent d'associations que nous avons. Alors, je vais tout de suite passer la parole à... Oui, monsieur le rapporteur, je vous en prie, oui, et puis ensuite, madame Maxime. C'est une privation de liberté inacceptable. Mais je dois écrire un truc, après, je vous rappelle, chers collègues, qui s'appelle un rapport. Juste sur la question des groupuscules violents, parce que c'est notre sujet, en fait. Notre sujet, encore une fois, c'est pas attaque. Ce sont les groupuscules violents. Donc, les groupuscules violents, lorsque nous interrogeons un certain nombre d'acteurs, y compris du renseignement, c'est vous dire si nous ne considérons pas que les renseignements qui ont été convoqués devant la commission d'enquête appartiennent aux groupuscules violents. Lorsque nous les interrogeons, ils parlent d'ultra-gauche, je dis bien, pas extrême-gauche. Ils parlent d'ultra-jeunes, ils parlent d'individus qui, parfois, par opportunité, ou dans l'espoir d'emporter par un phénomène conjoncturel, spontané, participent à des violences, dégradation matérielle ou actes très violents à l'encontre des forces de l'ordre. Comment vous appréhendez cette situation-là? Là, on n'est plus dans le continuum ou pas, on n'est plus dans non-violence, dégradation matérielle vous concernant, etc. Bon, on est vraiment sur, vous êtes dans une manifestation. Il y a un pré-cortège. Ce pré-cortège fait entre quelques centaines de personnes, voire quelques milliers. Il y a eu pendant la séquence des retraites. Et nous-mêmes commençons notre travail après le 49.3, c'est-à-dire si nous avons conscience d'un certain nombre de choses. 15 000 personnes dans certaines manifestations dans le pré-cortège. Donc là, des personnes qui ne veulent pas être dans le carré syndical, qui cherchent à échapper à une forme d'institutionnalisation de la contestation et qui donc vont dans un lieu, pré-cortège, qui est infiltré par des individus qui sont notoirement violents et qui, d'ailleurs, dont l'objectif est de faire en sorte que la manifestation dérape, qu'elle se passe mal. Et donc, il y a une forme à la fois, me semble-t-il, d'entrisme et de déviation de l'objectif de la manifestation. Comment vous appréhendez ces éléments-là? Est-ce qu'il fait partie de vos préoccupations de les éviter, c'est-à-dire de les prévenir? Et si oui, de quelle façon? Est-ce que c'est impossible? Et de façon générale, je le répète, comment vous appréhendez cette situation-là, qui est pour nous le cœur de cible, je le rappelle, pour celles et ceux qui nous écoutent? Merci, monsieur le rapporteur. Donc, est-ce que madame Yamamoto souhaite intervenir? Oui, je vous passe la parole. Je dois rappeler que nous, effectivement, notre association étant une association de transformation sociale, nous nous présentons comme un outil au service du mouvement social. Ça veut dire que l'association s'implique dans les manifestations et effectivement, par exemple, dans le cadre des manifestations retraite, nous avons été présents et présentes avec de nombreux cortèges dans toutes les manifestations. Ce qui veut dire qu'on a une expérience certaine de comment se déroule une manifestation et de comment arrivent les affrontements, les violences.
Déjà, nous, comme on l'appréhende, c'est qu'on est tenu de se protéger parce qu'il y a des dispositifs policiers qui sont extrêmement offensifs et invasifs. Il y a un usage très important de gaz lacrymogène. Il y a des techniques qui déstabilisent les foules. Et il y a aussi des méthodes de déploiement à la fois des techniques mais aussi des armes utilisées qui sont déployées de manière indiscriminée et disproportionnée. Donc nous, comment on organise nos cortèges, c'est en considération de ces politiques de maintien de l'ordre. Nous organisons pour en fait contrevenir à cela, mais c'est surtout cela qui nous oblige à nous organiser. Sur ce que vous dites, en fait, on ne peut, enfin, vous parlez des personnes qui sont devant en manifestation. Oui, donc voilà, nous, notre priorité, c'est de permettre à nos militants et militantes de manifester dans de bonnes conditions, on crée les conditions pour, et on s'organise pour. Reste que nous avons constaté depuis 2016, pardon, que les manifestations sont de plus en plus sévèrement réprimées, en fait. C'est surtout ça, c'est que... On a bien compris, vous l'avez déjà dit, je pense que c'est bien noté, j'en ferai part, hein, aucune ambiguïté. Là, je parle de la façon dont vous jugez, interprétez, observez ces groupuscules notoirement violents. Encore une fois, je ne parle pas de la réplique policière, de la disproportion, je parle d'individus qui viennent infiltrer les pré-cortèges, les manifestations, qui ne sont pas là pour manifester, qui ne sont même pas là en dehors du cortège syndical pour dire qu'ils ne sont pas dans l'institutionnalisation de la constatation sociale, mais qui sont là véritablement pour casser, qui sont organisés. Nous avons vu qu'ils s'envoyaient des messages, que parfois il y a des vols dans des décathlons, pardon de citer cette marque, Monsieur le Président, d'un certain nombre de matériel, en anticipation de participation. Voilà, je parle de ça. Comment vous le jugez, comment vous l'appréhendez, comment vous l'interprétez? Alors, je pense qu'il y a il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a toute une série d'enquêtes qui ont été menées sur le sujet. Je pense que ça relève de plusieurs phénomènes. D'une part, effectivement, la diminution de capacité d'encadrement des forces traditionnelles de contestation, en tout cas d'organisation collective, notamment syndicale, mais aussi effectivement le fait que cette stratégie ou les pratiques que vous décrivez s'inscrivent aussi dans un sentiment un peu généralisé que le pouvoir étant ce qu'il est et ne répondant pas aux demandes d'une partie de la population, il apparaît, sinon légitime, du moins pas étonnant que des formes telles que vous les décrivez apparaissent. C'est-à-dire qu'il y a une question quand même qui est surprenante, moi qui m'a surpris, y compris en tant que militant depuis un certain nombre d'années, c'est que bien sûr ces violences que vous décrivez, elles existent. Alors, je pense qu'il faut relativiser, on va dire, la lecture policière de groupes qui seraient très importants et très infiltrés pour vraiment avoir une visée telle que vous l'avez décrite. Bon, on a vu quand même des affaires de ce type-là qui se sont dégonflées devant la justice ces dernières années. Mais pour autant, ce qui doit nous questionner, et vous également, je pense, c'est pourquoi ces pratiques-là ne sont pas plus dénoncées que ça par les manifestations, on va dire, traditionnels, normaux. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, effectivement, il se commet un certain nombre d'actes de dégradation dans les manifestations. Peut-être qu'il y a un certain nombre d'années, ces gens-là auraient été dénoncés comme étant des casseurs par la grande majorité des manifestants, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous reprenez cette expression qui me semble un peu
d'ultra jaune, là, qui me semble ne correspondent pas à grand-chose, mais en tout cas, effectivement, c'est la catégorie employée par les renseignements généraux. Pourquoi est-ce que des gens, on va dire, dans le profil politique, sociologique, en gros, ressemblent finalement à la plupart des habitants des classes populaires de notre pays? Pourquoi, à un moment donné, il se passe ce qui s'est passé? Pourquoi il y a cette pratique, à un moment donné, de gens qui ne sont pas du tout d'ultra-gauche, qui ne sont pas du tout marqués par une idéologie qui peut-être rêverait d'insurrection, et pourtant, effectivement, ils en viennent à commettre ces actes que vous décriez. Pourquoi est-ce que, dans la séquence récente, ce qui s'est passé, et la multiplication de ces actes-là, a commencé à partir du 49-3? Pourquoi pas au début du mouvement? C'est bien qu'il y a cette violence, comme vous l'appelez, elle ne sort pas de nulle part. Ces gens-là existaient au mois de janvier, ils existaient dès les premières manifestations. Pourtant, ils n'agissaient pas comme ça, et surtout, en fait, d'autres gens ne reprenaient pas de telles modalités d'action. Donc, moi, je n'ai pas de regard, et je pense qu'en tout cas, c'est extrêmement compliqué d'avoir un avis bien déterminé sur les individus que vous évoquez. Par contre, ce qui m'interroge, c'est effectivement pourquoi est-ce que leurs actes ne sont pas couverts d'opprobre par l'ensemble des manifestants, voire parfois il leur arrive d'être relativement soutenus ou applaudis, en tout cas certainement pas condamnés. Merci beaucoup, Monsieur Gay. Madame Assimi, je vous passe la parole. Puis ensuite, Madame Marceau. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le rapporteur, vous avez fait des propos liminaires et je voulais juste peut-être rebondir dessus parce que moi-même, je suis assez surprise des fois du contexte dans lequel nous évoluons et je peux comprendre l'inquiétude de mouvements associatifs de lutte pour le climat, leur inquiétude justement d'être convoqués à une commission d'enquête comme celle-ci. Vous dites que la commission d'enquête n'est pas une commission d'enquête politique, pourtant c'est bien ce qu'elle est, c'est-à-dire que c'est un choix de députés d'une majorité de mener une commission d'enquête et c'est un choix politique. Ici, nous faisons de la politique, donc ce sont bien des rapports de force qui s'expriment. Vous en êtes le rapporteur, mais vous représentez une majorité. Mais dans le cadre de l'Assemblée nationale, c'est pour dire que rien n'est neutre et tout un débat politique. Je comprends l'inquiétude des associations dans un contexte particulièrement dangereux, glissant au niveau des libertés publiques et d'expression. Nous-mêmes, députés, nous sommes aujourd'hui menacés de sanctions pour participer à des manifestations. Alors, tout ça, enfin voilà, c'était pour réagir à vos propos liminaires. Moi, j'avais une question, et vous venez d'ailleurs d'y répondre dans votre dernière réponse, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous en sommes là ? Et je voulais savoir si vous faisiez le lien, comme nous le faisons, de l'impasse démocratique, à savoir que la date, effectivement, du début de cette commission d'enquête correspond à la date du 49-3, et donc d'une réaction différente du mouvement social dans son ensemble. Et la commission d'enquête concerne aussi les événements qui se sont déroulés à Sainte-Soline. Et pour rappel, les revendications des collectifs appelant à Sainte-Soline sont un moratoire sur la question des méga-bassines, pas l'interdiction, mais un débat citoyen pour avoir justement une vision démocratique de cet enjeu. Et donc, je voulais savoir si vous faisiez le lien justement avec les événements que nous sommes censés étudier, avec les impasses démocratiques, les restrictions de liberté de plus en plus courantes dans notre pays, notamment les interdictions de manifester qui se multiplient, avec des alertes, vous en avez parlé à l'international, et la question aujourd'hui de pouvoir exercer des contre-pouvoirs dans des moments d'impasse démocratique. Donc, je voulais savoir si vous faisiez cette analyse-là. Très bien, je vous remercie. Donc, je vous repasse la parole. Madame Yamamoto, Monsieur Gay. Oui, on est vraiment là, on est dans la continuité de l'échange, mais effectivement, il faut effectivement pas analyser, enfin, se focaliser sur ce qu'il se passe concrètement, donc sur le terrain, mais voir effectivement les causes. Et nous sommes dans un climat très alertant au niveau des attaques sur nos libertés publiques. Donc là, actuellement, on peut le dire, nous sommes dans une crise démocratique sans précédent, parce qu'il y a un durcissement législatif très important qui apporte des atteintes aux libertés publiques, mais parce qu'il y a aussi un durcissement donc, de la politique du maintien de l'ordre.
et un gouvernement qui n'entend pas l'opposition politique. Pour le cas de la réforme des retraites, on voit bien, effectivement, on parle du 49.3, c'est parce qu'il y a eu des millions et des millions de personnes dans la rue, il y a eu un rejet de 94% des actifs, etc. Donc c'est ce qui pousse effectivement à cela. Mais sur pourquoi nous en sommes en fait là aujourd'hui, c'est la capacité pour l'opposition politique de proposer des alternatives. Actuellement, la répression est telle et à plusieurs endroits, et notamment pour le cas de manifester, eh bien, quand il y a une multiplication des arrestations arbitraires et des gardes à vue, ça a été le cas pour la manifestation du 16 mars, il y a eu plus de 96% des gardes à vue qui ont été classés sans suite. Donc les personnes ont été empêchées d'exercer leur liberté d'expression et de manifestation. Si on associe cela aux arrêtés d'interdiction de manifestation qui ensuite ont été annulés par le tribunal, mais pendant ce temps-là, on est en incapacité d'exercer notre opposition politique. Donc, d'une manière générale, les dispositifs qui sont mis en place et face à ce contexte de tension et de crise nous place dans une position où l'opposition politique ne peut pas faire son travail de transformation sociale et notamment ne peut pas, comment dirais-je, proposer une alternative politique et notre rôle, c'est quand même d'exercer un contre-pouvoir. Et actuellement, pour le cas de notre association, il est compliqué dans ces conditions-là d'exercer un contre-pouvoir et de représenter l'ensemble du corps social quand on ne peut même pas exercer notre objet social. Je vous remercie. Madame Marceau, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour vos propos extrêmement précis. Et je voudrais rebondir justement sur l'expérience, d'ailleurs, que vous citez comme telle et qui transparaît effectivement dans vos propos. Donc, comme vous l'avez bien compris, c'est vrai que nous étudions dans cette commission l'organisation, la structuration, on pourrait dire même l'histoire au regard des précédentes auditions de ces groupuscules ou mouvements violents, je les résumerai comme ça, ce qui laisse entendre, en tous les cas, au bout de pas mal maintenant d'auditions, que le phénomène est connu, ne date pas d'hier, et où, pour résumer, même s'il faut faire attention évidemment aux mots que l'on utilise pour bien se faire comprendre, où les causes finalement sont des prétextes à une violence. Donc c'est un peu dans la ligne d'ailleurs de la question de monsieur le rapporteur et de vos réponses, mais j'aimerais qu'on précise un peu. On nous a même expliqué, je fais une parenthèse, mais que par exemple dans les manifestations officielles, on va dire autorisées, sans les forces de l'ordre, les cortèges n'avanceraient pas, puisque maintenant ces mouvements violents se mettent en pré-cortège. Et on nous a expliqué clairement dans la stratégie, c'est notamment le préfet de police de Paris qui nous l'a dit. Voilà, donc il y a quand même ce jeu qui me semble un peu connu. Donc, que pensez-vous du fait que ces mouvements violents se greffent systématiquement ou quasiment systématiquement sur des actions telles que vous les définissez pour démontrer, par exemple, qu'il y a des alertes sur les questions environnementales ou sur les questions sociales, pour faire connaître. Vous rappelez vraiment votre expérience en la matière, donc moi, ça m'intéresse de savoir. Et puis, une question subsidiaire, c'est est-ce que pour vous, sans savoir si vous étiez ou pas, ou votre mouvement ait été représenté, c'est pas ma question, mais comment vous regardez ce qui s'est passé à Sainte-Soline? Pour vous, est-ce que c'était une action de désobéissance civile, du moins au départ, et sinon à la fin? Merci. Je vous remercie. Là aussi, Monsieur Gay. Oui, alors je me suis peut-être mal exprimé, mais je ne crois pas que les causes sont des prétextes à des violences. C'est-à-dire que oui, bien sûr, pour ces mouvements,
Oui, bien entendu. Il y a plein d'occasions de commettre des dégradations, etc. Bon, là, ça se fait lors de manifestations. Et donc, pour moi, c'est pas des faits de délinquance dans le sens classique de ce qu'on entend par délinquance, qui peut effectivement passer par des dégradations de biens ou d'attaques de personnes. Donc, je ne crois pas que les gens que vous désignez soient des gens qui n'ont comme but dans la vie que d'être violents vis-à-vis des forces de l'ordre ou vis-à-vis des vitrines des banques. Et y compris, même si je ne partage pas cette façon de faire, commettre une action contre une banque ou commettre une action contre les forces de l'ordre, qu'on le veuille ou non, c'est un acte politique. C'est-à-dire, on peut ne pas être d'accord avec cet acte politique, mais il faut le considérer comme tel. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ce constat de gens qui viendraient uniquement se greffer sans raison sur des manifestations. Ensuite, sur le fait que, là encore, je ne sais pas ce que vous a dit le préfet exactement, mais si les forces de l'ordre n'étaient pas là, les manifestations n'avanceraient pas. Bon, maintenant qu'on a quand même quelques années d'expérience des cortèges de tête, en tout cas pour ce que je connais de la région parisienne, ça ne se passe pas vraiment comme ça. C'est-à-dire que quand le cortège de tête est apparu en 2016, il y a eu un modus vivendi qui s'est mis en place relativement rapidement entre ce cortège de tête, alors indéterminé, flou, etc., mais qui avançait quand même collectivement, et les cordons syndicaux. Bon, et globalement, on ne peut pas dire que les problèmes ou les tensions aient été très fortes. Alors, on peut penser que l'action des forces de l'ordre a aidé. Globalement, ce qu'on voit régulièrement, c'est plutôt effectivement des forces de l'ordre qui sont très très proches des manifestants et qui créent de la tension. Et on voit la différence, et c'est une pratique, on va dire un propos assez courant parmi les manifestants, de se dire ah bah tiens aujourd'hui, on comprend pas toujours hein, les pratiques de la préfecture, mais tiens aujourd'hui les forces de l'ordre sont assez loin dans les rues, ça se passe bien, c'est plutôt détendu, et puis à d'autres moments on va avoir des manifestations qui sont quasiment des NAS mobiles, c'est-à-dire qu'en fait les CRS encerclent tous les manifestants, hein, devant, derrière et sur les côtés, et marchent de façon quand même extrêmement, ça crée une tension extrêmement forte. Donc je crois pas vraiment que les forces de l'ordre aident, alors, sauf quelques exceptions peut-être, hein, aident les manifestations à avancer. Je regarderai, oui. Oui, pour Sainte-Soline, vous demandiez comment regarder, quel regard on porte, etc. Et notamment, est-ce que c'était un mouvement de désobéissance civile? Donc Sainte-Soline, à la base, c'est une manifestation qui a été déclarée et qui a ensuite été interdite. Donc c'est là où vous parlez donc de désobéissance civile, mais ce qu'il faut s'interroger, c'est pourquoi est-ce qu'elle a été interdite? Parce qu'on parle d'une manifestation écologiste pour porter des revendications pour le partage des terres et de l'eau autour d'un trou de terre, voilà. Donc il y a eu une interdiction vraisemblablement politique parce que les motifs évoqués n'ont pas satisfait ce mouvement social écologiste. Donc c'est désobéissant parce que ça a été interdit. Mais pourquoi est-ce que ça a été interdit? C'est plutôt la question qu'il faut poser, alors qu'on est dans une urgence écologique telle et que le sujet des méga-bassines, c'est un enjeu vraiment fondamental sur l'avenir de la gestion de l'eau pour la population. Donc c'est plutôt pourquoi est-ce que ce serait devenu une manifestation désobéissante alors qu'elle était une manifestation tout court. Je vous en prie, oui. Oui, justement, mais c'est plutôt aussi en lien avec ce que vous disiez au départ sur les origines et de vos actions, des actions de désobéissance civile. Et donc, est-ce que pour vous, la manifestation telle qu'elle a été déclarée, c'était justement une forme de, quelque part, de désobéissance civile pour justement flécher ce que vous disiez? Est-ce que c'était l'intention de départ? Évidemment, je comprends votre réponse, mais pour flécher quelque chose qui n'allait pas, donc vous, c'était d'aller sur le terrain pour montrer que des sites comme celui-ci, ça ne convenait pas à ceux qui, au-delà de la procédure de déclaration, vous voyez, c'est mon idée.
Oui. Non, non, mais je comprends l'idée, mais c'était pour alerter. Une manifestation, le principe, c'est porter un message politique. Donc, du coup, là, c'était pour alerter sur l'urgence de ce sujet, notamment parce que ce sujet n'est pas tranché, puisqu'il y a des arrêtés, il y a des procédures en cours qui interdisent des méga-bassines, et il y a des procédures qui les autorisent. Donc, actuellement, on est en train de construire la jurisprudence de ce sujet, en fait. Donc, pour mobiliser sur la question, alerter sur la question, la manifestation est un moyen d'action, et la portée aurait été probablement différente si elle avait été déclarée, donc reconnue, enfin, si elle avait été pas interdite, et donc reconnue comme légitime à exprimer un message politique, ce qui ne lui a pas été permis. Très bien. Oui, dernière petite chose, et puis ensuite on va clore. Dans justement toutes ces auditions qu'on a eues, et notamment évidemment des forces de l'ordre, on nous a montré les armes dites par destination. J'ai appris aussi ce terme et j'en ai vu pour la première fois de mon côté. Donc est-ce que vous pensez que parce que ça a été interdit, si je vous entends, ceux qui sont arrivés et qui se sont greffés, c'est vrai que c'était mon propos tout à l'heure, c'est parce qu'ils parce que ça a été interdit, qu'ils se sont greffés et qu'ils ont constitué toutes ces armes par destination qu'on nous a montrées, qui sont des armes, on les a prises en photo, mais c'est quand même effectivement, comment dire, choquant. J'ai pas d'autres termes pour l'instant, mais vous voyez la relation de cause à effet, vous l'interpréteriez comme ça? Alors, déjà, il faut savoir, et vous pourrez le retrouver sur divers sites militants, que les événements de Sainte-Soline, comme on les appelle aujourd'hui, ont conduit à de nombreux débats qui se poursuivent encore sur les modalités d'action lors du week-end des 25 et 26 mars. Donc il n'y a pas de ligne qui serait unanime sur ces questions-là. L'idée, effectivement, que des personnes aient été mises en danger par telle ou telle pratique est bien sûr questionnée, bien sûr débattue, et donc là-dessus, il n'y a pas de tabou entre nous. Quand je dis nous, c'est l'ensemble des protagonistes de ces combats. On sait à la fois faire front quand il faut le faire, être solidaire avec les blessés, et en même temps, effectivement, débattre de ce qui va ou ce qui ne va pas dans telle ou telle chose. Après, ce que je tiens à dire quand même, c'est que peut-être que, d'une certaine façon, il y a eu, alors, sans vouloir être trop machiavélique, un piège tendu, ou du moins une montée des tensions depuis plusieurs mois, et en particulier dans les jours qui ont précédé le 25 et le 26 mars, de la part de diverses autorités. Le ministre de l'Intérieur, bien entendu, la préfète des Deux-Sèvres, qui avait interdit plusieurs fois les rassemblements les années précédentes dans le sud des Deux-Sèvres, mais également une tension qui se vivait près des populations locales. C'est-à-dire que Sainte-Soline, c'est pas très loin de la ville de Melle, où s'est tenu le festival de l'eau pendant le week-end du 25 et 26 mars. Et qu'est-ce que c'était que Melle? Une semaine, 10 jours, 2 semaines avant, c'était des contrôles policiers en permanent, ça me fait rire parce que c'est un peu drôle, des jardiniers municipaux qui sont privés de leur outil de travail parce que ça a l'air d'être, ça pourrait devenir des armes par destination, des hélicoptères en permanence au-dessus de la ville. Bon, tout ça, ça ne légitime aucunement quelconque acte, bien entendu, mais par contre, ça participe du climat ambiant qui a précédé Sainte-Soline. Et le dispositif policier, je m'excuse, mais effectivement, alors, moi je ne légitime pas les attaques, etc. Bien, c'est pas ça mon propos, mais il était effectivement, comment dire, une proie bizarrement organisée pour d'éventuels éléments que vous évoquez. C'est-à-dire qu'on avait une espèce de fortin isolé. Alors le fortin en question, c'était un énorme monticule vide, et puis une armada policière surarmée tout autour. Alors effectivement, quand on est un militant qui, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, a une certaine détestation de la police,
Bon, voilà, c'est sûr que ça fait bizarre de voir ce paysage policier en pleine campagne. Et je crois que là, j'espère que ça a été aussi discuté dans vos précédentes auditions, la politique du maintien de l'ordre n'a pas été, on va dire, des plus efficaces, y compris en termes de, on va dire, de stratégie de désescalade des tensions. Je vous remercie. Donc, Madame Yamamoto, Monsieur Gay, merci beaucoup pour l'échange que nous avons pu avoir. Donc, je vais permettre de suspendre pendant quelques instants le temps de permettre à Madame la Défenseure des droits de venir nous rejoindre. En tout cas, merci pour votre contribution.